Bonsoir à tous, bienvenue dans Euronews Soir et merci d'être avec nous pour cette édition. Voici les titres de ce jeudi 20 juin. À la une de l'actualité aujourd'hui, nouvelle escalade des tensions entre Téhéran et Washington. L'armée iranienne a abattu un drone américain qui survolait selon elle l'espace aérien du pays, mais le Pentagone défend une autre version. Les dirigeants des 28 se réunissent à Bruxelles pour trouver un successeur à Jean-Claude Juncker. Les négociations se poursuivent pour savoir qui sera le plus à même de diriger la Commission européenne. Plus de 71 millions de personnes ont dû fuir leur pays l'an dernier. Quelles sont les raisons de ce chiffre record et quels sont les États en première ligne loin devant ceux de l'Union? Analyse à suivre dans un instant. Et puis une nouvelle vidéo choc publiée par l'association française L214. Cette fois, ce sont des pratiques de recherche menées sur des vaches qui sont incriminées. Les risques de conflit entre Washington et Téhéran se précisent. Ce matin, l'armée iranienne a abattu un drone américain qui survolait le territoire selon elle. Une information confirmée par les États-Unis qui assurent de leur côté être restés dans l'espace aérien international. C'est un drone américain comme celui-ci qui a été abattu par l'Iran la nuit dernière. Du côté de Washington, on assure que le drone était dans l'espace aérien international. Côté République islamique, qu'il volait dans l'espace aérien iranien. Le tweet du président américain affirmant que l'Iran avait fait une énorme erreur a fait s'envoler les cours du pétrole. L'incident aurait eu lieu au-dessus du détroit d'Ormuz, point de passage stratégique pour l'approvisionnement mondial de pétrole. Les États-Unis disent qu'ils n'excluent pas le recours à la force. Ceci serait une catastrophe, au moins pour la région. Mais je pense que pour ceux qui pourraient faire de telles tentatives, les conséquences seraient très tristes aussi. La tension entre Washington et Téhéran est extrême après plusieurs attaques récurrentes contre des pétroliers dans le Golfe depuis plus d'un mois. Elle s'est accentuée à partir du moment où les États-Unis ont décidé de se retirer de l'accord sur le nucléaire iranien de 2015 et de rétablir des sanctions contre Téhéran. Le sommet de Bruxelles s'est ouvert ce jeudi pour trouver un successeur à Jean-Claude Juncker. Les tractations se poursuivent pour savoir qui prendra les rênes de la Commission européenne dans les semaines à venir. Grégoire Laurie. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne sont réunis à Bruxelles pour tenter de s'entendre sur le nom du prochain président de la Commission. Les consultations entamées au lendemain du scrutin européen n'ont pas permis de trouver le candidat ou la candidate du compromis. La désignation de l'une des têtes de liste de la campagne, ou Spitzenkandidat dans le jargon européen, divise d'une part les États membres, mais aussi les institutions de l'Union. J'ai la sensation que nous ne serons pas en position de désigner le nouveau président de la Commission. Il est probable que nous aurons un autre sommet fin juin ou début juillet. Ce n'est pas du tout inhabituel dans le processus politique européen. Il est souvent plus rapide d'élire un nouveau pape que de s'entendre sur ces postes européens. Le Parti populaire européen, première force politique de l'Union, réclame la présidence de la Commission pour son candidat, l'Allemand Manfred Weber. Mais les libéraux, emmenés par le président français et soutenus par les socialistes espagnols et portugais, s'opposent à cette idée. Au Parlement, en tout cas, on a eu des discussions avec les socialistes, les populaires et les Verts. Et la conclusion, c'est que pour l'instant, il n'y a pas une majorité pour la candidature de M. Weber. Je crois que le Parlement européen attache une importance assez claire au processus des Spitzenkandidat. Si le Parlement européen tient à cette importance, il faudra quand même choisir quelqu'un issu des Spitzenkandidat. Les négociations s'annoncent délicates. Le prochain président de la Commission devra obtenir le soutien de 3 familles politiques.
L'an passé, plus de 71 millions de personnes se sont retrouvées sur les routes de l'exil. Le nombre de réfugiés et de déplacés n'a jamais été aussi élevé dans le monde. Il a doublé en l'espace de 20 ans, d'après le dernier rapport du Haut Commissariat pour les réfugiés. Et les pays européens peinent à trouver des solutions communes pour gérer cette situation. À l'occasion de cette journée mondiale des réfugiés, nous sommes avec Paolo Artini, représentant du HCR en France. Bonjour Paolo Artini. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, comment expliquer ce chiffre record? C'est vrai, c'est un chiffre sans précédent. Il ne cesse pas d'augmenter le nombre de personnes déracinées qui ont dû quitter leur pays à cause de la guerre et des persécutions. Donc, 70 millions de personnes. En effet, il y a trois groupes à l'intérieur de ce chiffre. Il y a les réfugiés, 25 millions. Dépasser aussi ce chiffre. Il y a les déplacés internes, il y a les demandeurs d'asile. Pourquoi? Parce que les crises dans le monde, la crise syrienne, la crise en Afghanistan, la crise en Somalie, etc., n'ont pas été résolues. Et aussi, il n'y a pas assez de solutions pour les réfugiés qui sont trouvés au niveau de l'intégration, du retour ou de la réinstallation, c'est-à-dire du transfert d'un pays du premier asile à un pays de réinstallation. La plupart des personnes qui fuient un territoire ont tendance à rester dans leur pays et ce sont plutôt des déplacés internes, d'après votre rapport? Oui, si on regarde dans un point de vue quantitatif, les déplacés internes ont dépassé les 41 millions de personnes parce qu'on doit souligner l'accès à la protection, franchir les frontières, c'est devenu de plus en plus difficile. Mais il y a des réfugiés qui ont dû trouver l'asile dans d'autres pays. Et n'oublions pas que 80% des réfugiés restent tout près de leur pays d'origine, donc dans la région où il y a des crises. Et c'est pour cette raison que les premiers pays d'asile sont la Turquie, donc affectée par la crise syrienne, le Pakistan, l'Ouganda et le Soudan. Donc, des pays qui sont soit en développement, soit très près des situations de crise. Pour l'instant, l'Union européenne peine à trouver des solutions communes pour gérer cette situation. Elle se focalise essentiellement sur ses frontières extérieures. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui du nouveau Parlement européen issu des dernières élections? Est-ce que vous pensez que les populistes auront le dernier mot? Vous voyez, il y a beaucoup de façons concrètes pour gérer les frontières, mais en tenant compte de la question des réfugiés et des personnes qui ont besoin de protection, sur la base de la tradition de l'asile européen et de la législation européenne. Donc, ce que nous proposons au nouveau Parlement, après les élections, c'est vraiment de prendre cette opportunité pour avoir des procédures qui soient rapides, mais qui soient justes. Au niveau, par exemple, des débarquements des personnes qui sont sauvées en Méditerranée, il y a un système qui est encore bateau par bateau, mais il n'est pas un système prévisible de répartition des réfugiés parmi les différents pays de l'Europe. C'est vraiment le moment de prendre un engagement et c'est du, comme on dit en anglais, du gain-gain situation. Paolo Artini, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes représentant du HCR en France. Merci à vous, c'était un plaisir. En Méditerranée, pas un jour ou presque sans que des bateaux ne se retrouvent en difficulté avec à leur bord des personnes qui tentaient cette traversée au péril de leur vie. Une vingtaine de ressortissants marocains sont portés disparus alors que leur embarcation faisait route vers l'Espagne. Un nouveau drame en Méditerranée alors que ce jeudi marque la journée mondiale des réfugiés. Une vingtaine de migrants faisant la traversée depuis le Maroc sont portés disparus. 27 autres se trouvant à bord de l'embarcation à la dérive ont été secourus par un ferry et conduits en Espagne. Le bateau parti du nord-est du Maroc a été repéré au large du cap des Trois Fourches. Une ONG a alerté les gardes-côtes espagnols, mais s'agissant des eaux territoriales marocaines, ces derniers ne sont pas intervenus dans l'immédiat. Près de 600 migrants sont morts, ont disparu depuis janvier en Méditerranée, dont 173 en tentant de gagner l'Espagne, selon l'Organisation internationale pour les migrations.
Impossible d'en connaître les facteurs pour l'instant, mais en France, une contamination radioactive a été observée dans la Loire. Ces mesures ont été réalisées en aval de 5 centrales nucléaires et plusieurs associations demandent désormais l'ouverture d'une enquête pour en savoir plus. En France, les militants antinucléaires se disent inquiets pour cause. Des prélèvements effectués dans la Loire en janvier dernier ont affiché un taux de tritium largement supérieur à ce qui est normalement observé, 310 becquerels par litre au lieu de 20 becquerels en moyenne. Si la présence constante de cet élément radioactif dans le fleuve et dans l'eau du robinet s'explique par les rejets des 5 centrales nucléaires en amont, la commune de Saumur n'avait jamais constaté un pic aussi élevé. Reste à en déterminer l'origine. On n'a pas l'explication. Est-ce qu'on se trouve sur un incident ou un accident d'une des centrales et on est tombé ce jour-là par hasard dessus? C'est une première possibilité. Eux disent que non. Sur Chinon, a priori, il n'y a rien eu. Une autre possibilité, ça pourrait être qu'on est tombé dans un fonctionnement normal. On est tombé au moment d'un relâché par Chinon, par exemple. L'autorité de sûreté nucléaire assure qu'elle mènera des investigations, mais elle tente de rassurer. Pour le gendarme français du nucléaire, le taux détecté ne présente aucun danger, car il reste bien en deçà du seuil limite des 10 000 becquerels par litre fixé par l'Organisation mondiale de la santé pour l'eau de boisson. Pour autant, les effets à long terme de cette micro-exposition font débat. Une nouvelle vidéo saisissante publiée par L214, l'association française spécialisée dans la dénonciation des mauvais traitements infligés aux animaux. Cette fois, ce sont des hublots installés sur la panse des vaches qui sont mis en cause dans une ferme de la Sarthe. L'association française de défense des animaux L214 dénonce dans une nouvelle vidéo choc une vieille pratique d'expérimentation sur les vaches. Pour pouvoir observer la digestion des bovins, des hublots de 15 à 20 cm leur sont imposés sur le flanc gauche pour accéder directement à leur estomac. Ces images ont été filmées entre février et mai dans la station expérimentale du groupe agro-industriel Avril, située à Saint-Symphorien, à l'ouest de Paris. Cette station de Sourches, qui se présente comme une ferme d'innovation et de recherche, serait le premier centre privé européen de recherche en nutrition animale et conduite d'élevage. Le groupe Avril, qui prétend respecter le bien-être animal, parle d'une pratique indolore pour les bêtes. Mais pour L214, le constat est tout autre. Non, indolore, c'est eux qui le disent. Les vaches sont des mammifères avec plus ou moins les mêmes terminaisons nerveuses que nous. C'est quand même un trou dans un organe vital de presque 20 cm, 15-20 cm qui est fait. Les conséquences post-opératoires sont très lourdes d'ailleurs. Ces animaux sont sous antibiotiques pendant des semaines. Et puis, on voit bien comme ils sont obligés de les parquer à chaque fois qu'ils veulent les ouvrir pour mettre le bras dedans, les parquer contre des barrières avec un système de chaînes, etc., qui les empêche complètement de bouger. De toute façon, c'est des expériences qui ne sont pas utiles, à part pour les profits de ces groupes-là. Donc on ne voit pas pourquoi ces mutilations continueraient à être pratiquées. L214, qui a décidé de porter plainte contre le centre expérimental de Sourches, dénonce par ailleurs des recherches qui ont eu pour conséquence non pas de réduire, mais d'augmenter la quantité de méthane émise par les vaches. A noter que cette pratique dite de la fistulation serait utilisée dans les centres de recherche de la plupart des pays qui étudient les ruminants. Enfin, un mot de cinéma avant de refermer ce journal avec ce film tourné dans la jungle de Calais. The Flood relate le parcours d'un demandeur d'asile incarné par Ivano Jeremia. Le récit de Laurence Alexandrovitch. Wendy est une agente de l'immigration endurcie qui se voit proposer un dossier d'asile très médiatisé. Elle est réputée pour sa capacité à rejeter rapidement et froidement les demandeurs. Lors de son interrogatoire, elle doit découvrir si Hale est un menteur et s'il a une raison plus pernicieuse de demander l'asile. Pour l'acteur Ivano Jeremia, le film avait une résonance très personnelle. Mes parents viennent respectivement d'Ouganda et du Rwanda. Ces pays ont eu une histoire troublée, une histoire qui est venue à moi facilement. Donc pour moi, en tant qu'artiste, c'était une occasion d'être un porte-parole.
On suit Hale dans son périple périlleux de 5000 km, au-delà des océans, des frontières et au cœur de la jungle de Calais, pour enfin trouver réconfort et sécurité au Royaume-Uni. If I was a thief, I would tell my friend in the kitchen to cut your throat and I would keep your money. Nous voulions dresser un portrait complet parce que vous savez, l'histoire ne commence pas et ne se termine pas par un réfugié. Des personnes sont impliquées, les chauffeurs routiers, la police française, les agents de l'immigration. C'est une très grande histoire qui s'étend à travers la moitié du monde. The Flood sort sur les écrans britanniques et irlandais dès ce 21 juin, au lendemain de la Journée mondiale des réfugiés. I've always been unwanted. C'est la fin de cette édition préparée par l'équipe francophone. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver toute l'actualité sur notre site et sur les réseaux sociaux. Très belle soirée à tous.